Macron refuse la démission de Gérard Collomb alors que le ministre de l'Intérieur a fait savoir qu'il comptait reprendre la ville de Lyon en 2020. Le président lui a renouvelé sa confiance, un jeu de dupes auquel personne ne croit. Les routes françaises, maillon faible de la sécurité, alors que les politiques sont de plus en plus répressives à l'égard des conducteurs, l'état des infrastructures ne semble toujours pas inquiéter les décideurs, une véritable bombe à retardement. 2 ans après son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump doit faire face aux élections de mi-mandat, une échéance capitale pour le président américain alors que les démocrates veulent l'affaiblir sur son propre terrain. Madame, Monsieur, bonsoir. Gérard Collomb jouera les prolongations alors que le ministre de l'Intérieur a fait savoir son intention de reconquérir la ville de Lyon aux prochaines municipales. Emmanuel Macron a décidé de le maintenir à son poste jusqu'à mai prochain en refusant sa démission. Une pirouette qui ne règle pas le problème. Coup de théâtre ou coup de com', l'exécutif est décidément passé maître dans l'art d'entretenir les confusions. Après l'annonce de son souhait de récupérer la mairie de Lyon en 2020, Gérard Collomb a été contraint de proposer sa démission au chef de l'État. Une manœuvre visant à faire taire l'opposition qui s'insurge face à la double casquette du locataire de la place Beauvau. Pourtant, lors d'un déplacement, Gérard Collomb avait précisé qu'il n'avait plus de carrière à construire. Oui, moi, j'ai plus de carrière à bâtir. Je veux simplement servir. Simplement servir. Mais servir qui et servir quoi? Car beaucoup pensent que Gérard Collomb lancera sa campagne avant son départ de la place Beauvau, au détriment de son ministère et donc de la sécurité des Français. Pourtant, le ministre a déjà le sentiment d'avoir accompli une belle mission. Et je pense que ce qu'on fait, dont on voit l'aboutissement aujourd'hui, avec ces quartiers de reconquête républicaine, cela va se faire. Sans surprise, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il renouvelait sa confiance à celui qui fut l'un de ses premiers soutiens pour doubler François Hollande dans la présidentielle. Pour la forme, le chef de l'État a évidemment rajouté qu'il attendait de son ministre qu'il reste mobilisé sur sa mission. Un vœu pieux qui semble pourtant bien léger. Mais au-delà du mélange des genres dans les fonctions, on peut aussi s'interroger sur la dissociation des comptes du ministère de l'Intérieur avec ceux du candidat Collomb. D'autant que l'on se souvient d'une histoire un peu semblable, celle d'un ministre de l'économie en voyage à Las Vegas, un certain Emmanuel Macron, qui se déclarera candidat quelques temps après le déplacement. Déplacement d'ailleurs organisé par une certaine Muriel Pénicaud, actuelle ministre du Travail. Une affaire à laquelle la justice s'est timidement intéressée puisque cette dernière a été placée sous le statut de témoin assisté. Autrement dit, si comme Françoise Nyssen, Muriel Pénicaud ou Agnès Buzyn, on se maintient au gouvernement d'Emmanuel Macron malgré des affaires judiciaires en cours et ou des conflits d'intérêts évidents, Gérard Collomb peut bien rester à Beauvau avant d'avoir droit à sa pré-retraite lyonnaise. La France routière en voie de tiers-mondisation. Après plusieurs décennies de laisser-aller, nos voies de communication routière et nos infrastructures de transport sont usées et les risques d'accidents sont de plus en plus importants. 14 août 2018, le pont Morandi de Gênes s'effondre, faisant 43 morts et marquant au fer rouge l'Europe occidentale sur les risques liés à la déliquescence des infrastructures routières du vieux continent. En France, la baisse continue du nombre de morts sur la route depuis 30 ans doit beaucoup plus à la baisse des comportements à risque, comme la conduite en état d'ébriété, et surtout aux évolutions technologiques des constructeurs automobiles qu'à la qualité des routes. En effet, en France, les grands accidents routiers sont tout de même rares. L'incendie du tunnel du Mont-Blanc, 29 morts en 1999, ou l'effondrement de celui de Vierzy dans l'Ain en 1972, 108 morts, commencent à dater. Et pourtant, le risque de catastrophe est bien présent. En mai dernier, en région parisienne, le pont de Gennevilliers sur la 15 s'est affaissé. Avertissement sans frais. Un rapport de juillet 2018 sur le réseau routier national non concédé, c'est-à-dire les nationales et les autoroutes gratuites, est alarmant. Sur 12 000 km de réseau routier, on compte 17% de chaussées nécessitant une réparation structurelle, ainsi que 7% des ponts, soit pas moins de 840 édifices qui présentent des risques importants de dégradation ou d'effondrement. Et c'est bien du côté des ponts que le bas blesse, car si les routes classiques présentent moins de risques et que bon nombre de tunnels ont été rénovés, les routes sur pont présentent des risques bien réels, comme en atteste l'accident de Puisseguin en Gironde en 2015 et qui fit 43 morts. La privatisation d'une partie du réseau routier a contribué à complexifier l'état des lieux. Pour ce qui est de la part de l'État, le budget pour l'entretien du réseau serait bien inférieur au nécessaire depuis 10 ans, avec 670 millions annuels contre 800. L'actuel gouvernement
entend cependant inverser la tendance et a inclus la rénovation routière à son budget d'entretien des transports prévu pour les 10 ans à venir. Les équipes Macron entendent ainsi investir 815 millions annuels, puis 850 de 2020 à 2022, pour atteindre 930 de 2022 à 2027, avec l'incertitude néanmoins des successeurs des équipes en place à la tête de l'exécutif. Un investissement nécessaire, mais bien tardif. L'état actuel des routes est en effet plus catastrophique dans et hors des agglomérations, ce qui participe d'une détérioration des véhicules et d'une insécurité routière croissante. Le risque d'accident est aujourd'hui élevé et, injustice classique, si un accident survient, l'actuel gouvernement en payerait les pots cassés sans en être responsable. Il endossera ainsi la responsabilité de décennies de négligence. Donald Trump face au piège des élections de mi-mandat. 2 ans après son élection à la Maison-Blanche, le président américain redouble d'efforts pour éviter une déconvenue qui compliquerait la suite de son mandat présidentiel. Thibaut Bastide. Donald Trump repart en campagne. Investi 45e président des États-Unis il y a 2 ans, le milliardaire voit l'heure du bilan approcher à grands pas à l'occasion des élections de mi-mandat en novembre prochain. Une échéance à qui tout double pour le locataire de la Maison-Blanche. En effet, alors qu'il a jusqu'à présent profité d'un contexte politique favorable, les 2 chambres du Congrès étant contrôlées par son parti et 33 des 50 États gouvernés par les Républicains, la donne pourrait bien changer et ses opposants l'ont bien compris. Les démocrates abordent donc ces élections en position de favori pour reconquérir la Chambre des représentants, alors que l'ensemble des 435 sièges est remis en jeu, ainsi qu'un tiers des 100 sièges du Sénat américain. Pour contrer l'influence de Donald Trump, les ânes du Parti démocrate ont mis le paquet sur des candidatures féminines à l'heure de MeToo et de la polémique de relations sexuelles entre le président américain et l'ancienne actrice pornographique Stormy Daniels. Une manœuvre à laquelle ne sera pas forcément sensible l'électorat populaire, peu perméable à ce genre de questions. S'ils ont affiché leur volonté de remporter au moins 23 sièges supplémentaires pour obtenir la majorité, les démocrates comptent affaiblir le président républicain en le contestant sur son propre terrain, à savoir le Texas, où l'emblématique Ted Cruz se voit fragilisé face à Beto O'Rourke, un scénario impensable pour les élus républicains de l'État américain frontalier du Mexique. Il soutient une sécurité sociale qui coûtera 32 milliards sur 10 ans. Il soutient les villes sanctuaires. Il pourrait supprimer la police de l'immigration. Il veut destituer Trump. Ses idées gonflent les libéraux à bloc. Ils ont récolté beaucoup d'argent. Mais la majorité des Texans ne les partage pas. Point barre. Sauf que l'hypothèse semble de plus en plus plausible. La démographie hispanique explose au Texas et la population, souvent jeune, est acquise au camp démocrate. D'ailleurs, même Donald Trump sent que le vent peut rapidement tourner. Lors du Conseil de sécurité de l'ONU, le président américain a paru préoccupé par les élections de mi-mandat et n'a pas hésité à accuser la Chine d'ingérence. Coming up in November, against my administration, they do not want me or us to win because I am the first president ever to challenge China on trade. And we are winning on trade. Une accusation en guise d'avertissement, comme si Donald Trump avait voulu prévenir une éventuelle défaite en portant la responsabilité sur son meilleur ennemi du moment, une manière de faire diversion déjà bien connue. Le locataire de la Maison-Blanche redouble d'efforts lors de cette campagne et a prévu de s'investir encore plus que ses prédécesseurs avec au moins 40 jours de campagne sur le terrain, car Donald Trump le sait, il reste le meilleur atout de son parti pour stimuler les électeurs républicains. Ainsi, les élections de mi-mandat sont à double tranchant pour le président américain. S'il parvient à sauver sa maigre majorité, Donald Trump pourrait obtenir des coudées plus franches de la part du Congrès après 2 ans à gouverner en ménageant les faucons. En revanche, en cas de perte de la Chambre, ses projets de réforme pourraient s'enliser, poussant l'utilisation de décrets et veto présidentiels pour la politique intérieure, et l'action à l'international pourrait prendre un nouveau tournant. Le trafic de ressources naturelles, première source de financement des organisations de bandits et des terroristes. Interpol et des ONG alertent sur un phénomène bien méconnu. Bois précieux, or, diamants, ivoire, peau de bête ou encore pétrole, la nature au service des mafias. Interpol, l'Organisation internationale de coopération entre les polices, et 2 ONG spécialisées dans la lutte contre le crime organisé ont produit un rapport alarmant sur le financement des organisations mafieuses et terroristes. Le constat, les organisations criminelles font plus de recettes grâce à la nature et son exploitation illégale qu'avec le commerce de drogue, d'armes ou les enlèvements à des fins de rançon.
L'exploitation illicite du bois, des diamants, du charbon, de l'or, du pétrole, mais aussi des minéraux et des espèces animales rares génèrent aujourd'hui pas loin de 40% des revenus directs de la pègre mondiale et de pas loin de 65% de ses recettes indirectes si l'on tient compte des systèmes d'extorsion et de taxes illégales sur ces produits. Une tendance lourde à en croire le rapport puisque ce chiffre a augmenté de 14 points en un an et de 44 points en 4 ans pour un chiffre total estimé sur une fourchette large allant de 110 milliards à 280 milliards de dollars pour le dernier exercice. Parmi les ressources naturelles les plus prisées des organisations criminelles, on retrouve le pétrole qui constitue pas moins de 20% de ses revenus, une tendance qui s'est affermie pendant l'éphémère mise en place d'un État islamique au Proche-Orient. L'exploitation et la taxation illégale des mines concentrent pour sa part 17% de leurs ressources. La drogue, elle, frôle les 30% de part de marché du crime avec une certaine difficulté à classer celle-ci, une partie étant d'extraction naturelle quand une autre subit des transformations d'ordre chimique. Les attaques contre les espèces animales, déjà protégées ou non, pèsent aussi lourd dans la balance. Et plus les espèces sont rares, plus le profit augmente, ce qui induit un braconnage à marche forcée pour favoriser l'inflation du marché. Vous l'aurez compris, les organisations criminelles internationales n'hésitent pas à puiser directement dans la nature pour financer leurs activités et dégager des profits. Un phénomène très inquiétant puisqu'il profite non seulement au crime, mais aussi qu'il se fait au détriment de l'environnement. Actualité en bref, Thibaut Bastide. Coup de filet dans le Nord, une opération de grosse envergure avec 200 policiers a été menée ce mardi matin à Grande-Synthe, au siège du centre Zahra France, un lieu de culte islamique chiite. Plusieurs organismes étaient hébergés par le centre Zahra, notamment le parti antisioniste. Pas moins de 12 perquisitions ont été menées, 3 individus ont été placés en garde à vue. Des armes auraient été retrouvées sur place. L'association proche de l'Iran et du Hezbollah libanais est soupçonnée d'entretenir des liens avec des organisations terroristes. Rappelons que l'État islamique, qui a frappé la France et l'Europe à de maintes reprises, est sunnite. Tout se monnaie, même des informations secret défense. Vendredi, un policier qui appartenait à la Direction générale de la sécurité intérieure a été placé en détention provisoire pour avoir vendu des informations compromettantes sur le Darknet. Il aurait notamment divulgué des données à des trafiquants d'armes et de drogue. En échange de ces informations, les criminels le rémunéraient en crypto-monnaie pour conserver l'anonymat. La divulgation de données secret défense est passible d'une peine de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. La mairie de Paris traque encore Airbnb. La municipalité a assigné en référé la plateforme d'hébergement pour ne pas avoir retiré de son site les annonces de location sans numéro d'enregistrement. Lors de l'audience qui a eu lieu ce mardi, la mairie a réclamé, en cas de non-respect de retrait des annonces, une astreinte de 1 000 € par jour de retard et de 5 000 par jour pour toute nouvelle publication sans numéro d'enregistrement. Par ailleurs, Paris et 13 autres villes ou régions ont saisi ce mardi la Commission européenne pour que celle-ci s'empare du dossier. L'Indonésie dévastée. 5 jours après le séisme et le tsunami qui ont frappé l'île de Célèbes, le bilan ne cesse de s'alourdir. Selon le dernier décompte, au moins 1234 personnes ont perdu la vie. Face à l'ampleur des dégâts, l'Indonésie a sollicité l'aide internationale. Alors que l'ONU estime que 191 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire urgente, l'Union européenne a annoncé le déblocage d'1,5 million d'euros. Un Français remporte le prix Nobel de physique. Gérard Mourou partage la récompense avec 2 autres scientifiques, un Américain et une Canadienne. Leurs travaux ont permis le développement de lasers délivrant des impulsions ultra courtes de très haute puissance, des méthodes utilisées pour soigner certaines pathologies oculaires telles que la myopie. En plus du prix Nobel, Gérard Mourou et son ancienne étudiante Donna Strickland toucheront 200 000 € chacun, tandis que l'Américain Arthur Ashkin a remporté l'autre moitié de la récompense, à savoir 400 000 €. Elon Musk s'en sort tant bien que mal. Après l'affaire du tweet sur la sortie de bourse du groupe Tesla, l'homme d'affaires va quitter son poste de président du conseil d'administration. Elon Musk et la marque devront également verser une amende de 20 millions de dollars aux actionnaires. Cet accord lui permet cependant de rester aux commandes des opérations au poste de directeur général.
On n'arrête plus le progrès. Les premiers lionceaux conçus artificiellement ont vu le jour dans un centre de conservation en Afrique du Sud. L'heureux événement a tout de même nécessité 18 mois d'essais scientifiques intensifs. We collected sperm from a healthy lion. And then, after observing behavioral estrus in a female, inseminated her, and luckily that was successful in that instance. And that will help us, if we get our ethical compass right, to use that as another tool in our toolbox to help big cats prevent them from extinction. La naissance de ces lionceaux par insémination artificielle marque un tournant pour cette espèce de félin menacée d'extinction. Et dans un instant, retrouver notre Zoom du jour. Paul Rignac nous parle de l'ancien président vietnamien Ngo Dinh Diem. Diem était un mandarin catholique, né à Hue au début du siècle. Et effectivement, c'est un homme qui a été formé selon la volonté de son père, Ngo Dinh Ca, pour être un futur dirigeant du Vietnam. Et il était sans doute, parmi toute l'élite vietnamienne, l'homme le plus capable de diriger son pays en opposition à Ho Chi Minh et en opposition à la doctrine communiste. Retrouvez également un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lann évoque le sac de Rome en 390 avant Jésus-Christ. Le sac de Rome en 390 avant Jésus-Christ constitue le premier affrontement majeur entre Gaulois et Romains. Selon ce que nous rapportent les chroniqueurs de l'époque, même si c'est pas toujours fiable, l'invincible Rome est alors mise à sac et assiégée par les troupes de Brennus qui n'acceptent de lever le siège qu'au prix d'une douloureuse et humiliante rançon. Cet épisode qui nous est rapporté notamment par Tite-Live va rester profondément ancré dans les mémoires romaines comme un véritable traumatisme qu'il s'agira bien plus tard de réparer. Et ce soir, c'est la Ligue des Champions, mais tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnole sur TV Liberté avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Vous savez, souvent, on a l'impression que ces gens de la télé passent leur temps à se téléphoner dès qu'il y a un incident grave qui pourrait nuire au règne présidentiel, c'est-à-dire à leur confort personnel d'abord, à leur salaire, et qui mettent au point à toute allure une version des faits qui soit la moins dérangeante possible. Mais dans le cas de notre abonné au monde, vous savez, celui du village qui vit sur l'héritage de sa mère, qui joue en bourse, qui est toujours du côté du manche, qui dit que la dette d'un pays ne veut rien dire, celui qui minimise systématiquement les chiffres de l'immigration, celui qui dit que les Italiens en France étaient perçus en 1910 comme le sont les musulmans aujourd'hui, eh bien, nous avons eu un cas d'école étonnant à propos de cette effrayante chanson qui dit qu'il faut torturer les Blancs et tuer leurs gosses dans les crèches. On va nous dire c'est pareil, il a lu la presse ou il a vu la télé pour savoir ce qu'il fallait en penser. Ben non, justement, c'est ça qui est amusant. Ce jour-là, la nouvelle est tombée sur mon téléphone pendant que nous parlions avec lui, donc l'abonné au monde, moi, Gustave, nous parlions de toute autre chose en plein air, près du pont, et je leur lis la dépêche sur le téléphone, je leur lis les extraits des paroles incriminées, je leur dis qu'on a saisi la garde des Sceaux, que c'est le grand témoin à Paris, et là, donc, sans concertation aucune préalable avec quiconque, sans avoir lu ce qu'en disaient les rédactions parisiennes, sans avoir lu le site du Monde, qui était sa grande affaire, puisqu'il était 5 heures de l'après-midi et que nous étions dehors, notre abonné, notre béni oui-oui, là, nous sort exactement ce qu'on a pu lire ensuite sur tous les sites et les bandeaux d'information. D'abord, il nous parle immédiatement d'une chanson polémique, à quoi Gustave a quand même fait observer qu'en cas d'appel à la torture, on ne parle plus de polémique, mais de crime. Alors, avec une précision assez incroyable dans l'enchaînement des arguments, notre rentier macro-compatible, là, nous a sorti exactement les 3 points qu'on a lus ensuite partout dans la presse.
dans la presse à plat ventre, je veux dire, à savoir, 1, c'est pas sa faute, il était drogué, 2, c'est pas grave, il n'a pas de talent, donc il n'a pas d'influence, 3, c'est juste une provocation pour exister. Alors là, Gustave, qui est quand même de nature assez calme, s'est un peu fâché, il lui a dit, quand même, j'aurais pas voulu t'avoir pour voisin pendant la guerre. Donc tu te rends compte de ce que tu nous dis là? Et l'autre n'a pas démordu, il lui a dit qu'en plus, c'était probablement des sites d'extrême droite qui avaient monté l'affaire en épingle, soit exactement ce qu'on a pu lire là encore dans les journaux à la dévotion du gouvernement le lendemain. L'explication, m'a dit Gustave un quart d'heure après, c'est qu'il existe un véritable canal télépathique de la lâcheté en France. Le type ne l'avait lu nulle part, en effet, il réagissait exactement comme tous ses semblables, et à l'entendre, finalement, les gens qu'on menaçait de mort se victimisaient eux-mêmes. Et là, Gustave a été quand même très fort et très perspicace, parce qu'il a ajouté, tu vas voir, demain, il ne va être question que de racisme, alors que le vrai problème, évidemment, c'est la cruauté. Si la chanson avait concerné n'importe qui, si le type avait dit, allez, débarque dans une foule au hasard et torture tous ceux que tu parviens à attraper, sans préciser ni leur couleur, ni leur mœurs, ni rien, les gens auraient à peine protesté. Tandis que là, il précise la couleur de l'ennemi, il a aussitôt donc le parquet de Paris sur le dos, les associations, les ligues de défense, etc. Là-dessus, donc, je lui ai fait observer qu'une chanson conseillait il y a 7 ans à la jeunesse de France d'attraper les PD pour les émasculer, laisser leurs cadavres dans le caniveau, et qu'elle n'avait pas du tout intéressé le parquet de Paris. À l'époque, j'avais une amie à l'Élysée qui était conseillère culture. Lors d'une visite dans son bureau, le bureau voisin de Claude Guéant, je lui ai dit quand même, Catherine, elle s'appelait Catherine, un peu de solennité présidentielle, un coup de semonce contre ces crétins qui chantent qu'il faut tuer les PD à coups de machette, dans le pays de Cocteau, d'André Gide, de Marcel Proust, de Jacques de la Cretelle, de François Mauriac. Ce serait quand même pas mal de la part d'une responsable culture, tu ne crois pas? Ce serait pas mal de montrer que la bienveillance hypocrite, disons conditionnelle à l'égard des homosexuels, qui fait partie de la culture occidentale, devrait survivre à l'après-guerre. Il y en a plein les pièces de théâtre, les tableaux d'église, elle n'a rien répondu là-dessus, elle a rayé mon numéro de son répertoire, et nous en sommes restés là. Résultat, les auteurs de cette chanson ont fait des carrières solo éblouissantes. Black M, après avoir été repoussé à Verdun, pour d'autres raisons, a été invité 6 ans après notre petite conversation avec Catherine, là, entre ces mêmes colonnes de l'Élysée, pour chanter lors du pot de départ de François Hollande. On s'attend donc légitimement à ce que le chanteur de la chasse aux Blancs, là, soit invité par Emmanuel Macron à fêter son propre départ dans 4 ans. Enfin, s'il y a un pot, ce qui n'est pas sûr, et si c'est dans 4 ans, ce qui n'est pas sûr non plus. Gustave a conclu, n'oublions pas quand même que c'est lui, Macron, qui a donné des ailes à ce que tu appelles les chasseurs de blancs en assimilant la colonisation à un crime contre l'humanité. Mais nous ne l'oublions pas, lui ai-je répondu, et que pour que personne ne l'oublie, faites passer, merci, on retrouve tout ça isolément sur YouTube, sur Campagnol TVL.